pour l'année mondiale de la chimie. Vous savez que c'est l'année mondiale de la chimie. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre, c'est l'histoire des sciences, hein, simplement. Et j'ai trouvé intéressant de montrer qu'en fait, ces découvertes, qui étaient la radioactivité naturelle, la radioactivité qu'on appelait artificielle, même globalement la fission, qui sont des phénomènes physiques, ont été découverts grâce à des chimistes. Et donc c'est quand même intéressant au moment de l'année mondiale de la chimie de présenter ces découvertes-là. Et donc l'histoire va depuis la découverte du phénomène qu'il pensait lié à l'uranium, qu'on va dans un instant par Henri Becquerel, jusqu'à, on va s'arrêter à 1938-39 avec la découverte en fait des neutrons de fission et donc de la réaction en chaîne. Donc voilà, alors j'ai évidemment un support PowerPoint là-dessus, bien sûr, avec des photos et autres, et c'est quand même plus intéressant, c'est quand même plus vivant. Donc vu l'heure quand même, je vais commencer sans les photos et puis on reprendra. Donc en fait cette histoire, on peut la faire démarrer avec la lignée des Becquerel. Vous savez qu'il y a eu en fait quatre générations de Becquerel, tous polytechniciens, tous membres de l'Académie des sciences, voire président. Et donc le premier il était polytechnique en 1806, c'est-à-dire pratiquement les premières années de l'école polytechnique. Et pourquoi je commence par lui? Tout simplement parce que, étant nommé professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, il s'installe dans un appartement au 57 rue Cuvier, qui est une rue qui borde le muséum, et il installe son laboratoire dans son appartement. Et pendant 115 ans, les Becquerel vont travailler en fait dans ce laboratoire. Donc voilà pour le premier d'entre eux. Son fils commence à entreprendre des expériences, des études sur les phénomènes de phosphorescence. Et le petit-fils, Henri, va reprendre lui-même ses études. Alors je vous montrerai quand même des photos d'Henri Becquerel et de son père, je crois que c'est son père, où justement étant Henri aussi, mais le père étant professeur aussi au Conservatoire national des arts et métiers, je vous montrerai une photo de cet amphithéâtre, qu'on appelle le Grand Amphi à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était plus facile justement, on faisait les cours plus facilement, avec de la crèche, ça marche toujours. Et c'était justement le cours de M. Becquerel. Et la photo n'est pas du tout parce que c'était le cours de M. Becquerel, ça s'est trouvé comme ça, mais parce que c'était le premier amphithéâtre qui était équipé et donc éclairé à l'électricité. Et donc la photo, elle avait été faite pour illustrer un grand amphithéâtre qui était éclairé à l'électricité. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. On passera les planches assez vite, tout simplement, parce que je vous aurais fait le test. Ça permet un petit peu d'avancer. Mon pauvre collègue Alagui est parti chercher son ordinateur, même qu'il est en train d'arriver. Toi, je suis en train de dire du bien de toi, alors je n'ai même pas vu que tu arrives. Et donc, Henri Becquerel étudiait ces phénomènes de luminescence et de phosphorescence, et il s'est aperçu que les ailes d'uranium, effectivement, émettaient un rayonnement. Et il étudiait ce rayonnement. Alors pour lui, il fallait que la matière soit excitée, et c'est pour ça qu'il posait ses minerais à la lumière du soleil. Et donc le temps d'installer l'ordinateur. Donc ça c'est le plan. Donc vous allez voir, il y a trois parties. Il y a donc la découverte du phénomène de radioactivité naturelle, Marie Curie avec Pierre Curie et Henri Becquerel, deux prix Nobel. Puis la découverte du phénomène, c'est les enfants de radioactivité dite artificielle, Irène et puis son mari Frédéric Joliot, un prix Nobel. Et puis la découverte du phénomène de fission provoquée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais vous expliquer tout ça. Donc je vous ai parlé d'Antoine César. Alors ça s'est arrêté avec l'arrière-petit-fils parce qu'il n'a pas eu de descendant. Donc la lignée s'est arrêtée là. Alors voilà donc Edmond, le père, vous voyez, il est à la chaire physique du
Vietnam en 1852. Et voilà donc cet amphi dans lequel vous êtes actuellement. Il y a un peu plus de monde que là, un peu moins que la petite clôture, mais on était entre les deux. Et donc travaux Ah bah écoute, c'est la photo que j'ai trouvée moi. Oui, mais c'est pas cet amphi. Ah bon, on verra. C'était le grand amphi. Et puis donc voilà Henri. Et je vous disais tout à l'heure, on arrive donc en 1895. Alors où est-ce qu'on en est en 1895 dans la notion d'atome? Eh bien vous voyez, on n'a pas fait beaucoup de progrès. En fait, depuis Démocrite, c'est-à-dire depuis 2400 ans, 400 ans de Jésus-Christ, il y a tout là-dedans. Quand vous regardez bien, c'est assez impressionnant. Le doux et la mer, le chaud et le froid, les couleurs ne sont que des apparences. En réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Donc ça, c'est la physique. Tout ce qui existe résulte des choses et des combinaisons qui ont lieu entre d'infimes corpuscules insécables. Tout fait de la même matière et de mouvement. Ça, c'est la chimie. Les atomes. Atomos, c'est-à-dire que je ne peux pas. Les atomes sont invisibles, évidemment, vous ne pouvez pas les voir. Donc ça, c'était ce qu'on appelle une pensée très scientifique, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas sur l'expérience. Et c'était une des écoles de pensée de l'époque, qui était plutôt une école de pensée philosophique, de dire tout ce qui m'entoure, là je coupe, et non, je ne peux plus couper. Je suis sur la brique fondamentale de la matière. 2000 ans après, on n'avait pas fait de progrès, voire on était retourné en arrière, parce que vous voyez, Leibniz, qui aurait mieux fait de se casser la jambe ce jour-là, écrit car s'il y avait des atomes de leur nature, cela irait contre les plus grands principes de la raison. À l'époque, on ne vous êtes pas, mon ami, ce que vous dites, c'est que des bêtises, on va dire, ça va contre les plus grands principes de la raison. Donc, en fait, en 1895, on n'avait pas fait beaucoup de progrès, si ce n'est dans les dimensions, grâce à Lavoisier, grâce à Avogadro par exemple, c'est-à-dire qu'on considérait l'atome comme une petite bille fermée, pleine, dont les dimensions effectivement étaient de l'ordre de l'Angstrom, c'est-à-dire le dixième du milliardième de mètre. Et alors, décembre 1895, arrive la découverte des rayons X par Röntgen. Il les appelle X parce qu'il ne sait pas d'où ça vient. Il découvre ça d'ailleurs un peu par hasard. Il s'aperçoit qu'effectivement, il peut, comme ça, en fonction le rayonnement s'atténue plus ou moins bien, en fonction de ce qu'il appelle, en termes de, on va dire, de biologie, tissu mou et tissu dur. Voilà Röntgen ici, et puis la photo célèbre de son épouse, Martha, où il montre comme ça, effectivement, cette différence, et que même on peut voir des emplacements, du coup, de corps étrangers. Ce que Marie Curie reprendra plus tard pendant la guerre. Alors, ce qui est intéressant à voir, quand même, vous voyez, cette découverte des rayons X, il va s'écouler à peu près 30 ans avant qu'on sache d'où ça vient. Ça n'empêchera pas de les utiliser. Imaginez une découverte de 1995, il y a 15 ans. On va attendre 2025 avant de savoir véritablement ce que c'est. Aujourd'hui, on veut toujours tout savoir tout de suite, mais bon, donc voilà un petit peu le décor de l'époque. Alors la découverte donc, de la radioactivité, elle tient dans ces 3 volumes-là des comptes rendus de l'Académie des sciences, et donc démarre avec la découverte de l'aïon uranique par Henri Becquerel. Je vais vous en parler, c'est là que les plaques photographiques interviennent. Alors en fait, donc, Becquerel reçoit la publication de Röntgen, et il se dit peut-être que ces phénomènes que je suis en train d'étudier sur mes minerais d'uranium, ce sont ces fameux rayons X. Et donc c'est là qu'elle entreprend effectivement des expériences, dont une, le 1er mars 1896, où c'est un dimanche, et il entreprend une série de 5 expériences. Et donc il pose effectivement ces minerais d'uranium, il protège des énormes plaques photographiques, donc il mettait aussi évidemment des écrans, donc il s'est aperçu que quand il mettait ces minerais d'uranium comme ça au soleil, qu'il dépouillait après ces plaques, eh bien ils étaient impressionnés que s'il y avait un écran, il y avait une atténuation qui était différente, enfin tout ça, ça marchait bien. Et puis, le dimanche, alors pourquoi un dimanche? Vous savez que les chercheurs travaillent tout le temps, il y en a quelques-uns ici, ils le savent bien, mais bon, un chercheur, ça cherche tout le temps, et puis ça trouve de temps en temps. Et en réalité, c'est tout simplement parce que le lundi, c'est encore vrai aujourd'hui, l'Académie des sciences se réunit. Et si vous venez de faire une découverte,
vous confiez votre papier à un académicien que vous connaissez, on a tous des académiciens dans nos manches, hein, c'est pas de souci ça, et il ne se mouille pas, hein, il dit voilà, monsieur machin me dit qu'il vient de découvrir ceci, mais vous prenez date, c'est-à-dire que ce jour-là, vous voyez, ça peut être le lendemain, vous prenez date. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes en train de travailler sur un phénomène que personne ne connaît, vous n'êtes pas le seul sur la planète. Et avec le premier, évidemment, qui l'emporte. Donc, prendre date, c'est très très important. Voilà pourquoi Henri Becquerel, qui le lendemain veut faire une communication, lui, il n'a pas besoin d'académicien dans sa manche, puisqu'il est académicien, donc il n'y a pas de souci, il peut raconter ses travaux. Et voilà pourquoi, donc, le dimanche 1er mars, il entreprend sa série de 5 expériences. Ah bah oui, il n'y a pas de soleil. Donc il se dit, c'est foutu. Il range, effectivement, donc ses plaques, ses minerais. Le lendemain, donc, il fait quand même cette communication, cette publication dont je vais vous parler. Et je voulais quand même vous dire un mot donc, sur l'uranium à l'époque. C'est le dernier des éléments, hein, Z égale 82, c'est le nombre de protons ou d'électrons, enfin, on va dire que c'est le dossard, c'est ce qui qualifie en fait un élément. C'est le dernier connu à l'époque. Il est découvert en 1789 par Martin Heinrich Klaproth, qui était un pharmacien. Hein, à l'époque, il n'y avait pas de chercheurs payés pour faire de la recherche, donc les gens qui faisaient de la recherche faisaient ça évidemment sur leur loisir et sur leur propre fortune, ce qui a coûté la tête à la loisir, d'ailleurs, hein, bon, bien malheureusement. Et donc, vous voyez, découvert en 1789, ça vous permet de retenir la date de la Révolution française, puisque c'est la même année que la date de la découverte de l'uranium. Et vous voyez ici, quand même, c'est assez intéressant, c'est les extraits des mémoires de Klaproth dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin en 1792. Eh bien, la publication dans les mémoires de l'Académie royale de Berlin est en français. À l'époque, les Allemands publiaient en français, même chez eux, hein, à Berlin. Alors c'est du français, vous savez, avec les S qui sont faits comme des F, hein, c'est pour ça qu'on a mis comme ça. Le E est exactement comme ça. Vous voyez, donc il faut par conséquent bannir de la nomenclature les noms décevants de Pechlin et Heisenbergers, qui sont des noms de minerais. On doit assigner un nom nouveau à ce fossile et lui conserver exclusivement. Je me prévaut des droits incontestables de tout inventeur et je donne à ce métal nouveau le nom d'uranium ou urane, emprunté de la planète Uranus, enfin donc Uranus, dont la découverte est récente, c'était 1781. Ça vous explique pourquoi les deux suivants, 93 et 94, sont s'appelés Neptunium et Plutonium, pour Neptune et Pluton, avant que les Américains qui fassent ces découvertes se disent, bon, on est bien bête, on va faire d'autres pubs, alors les suivants s'appelaient Américium, Californium, Berkelium, hein, voilà, mais les deux premiers, c'est Neptunium et Plutonium. Et, alors quand même, encore pour parler du CNAM, Eugène Pelligot, qui était professeur, titulaire de chaire aussi dans cette maison, montre en 1841 que la substance en fait qu'avait isolé Klaproth n'était pas l'uranium mais l'oxyde. L'uranium, et c'est lui qui obtient le premier uranium métallique. Alors l'uranium est connu à l'époque uniquement pour ses très jolies couleurs, hein, c'est tout. Alors voilà, le 2 mars, je vous ai dit, il voulait faire sa communication à l'Académie. Il a raté son expérience. Enfin, pour lui, il a raté son expérience. Et il fait quand même la publication. La voici, hein, je vous l'écris quand même un peu mieux. C'est retranscrit exactement tel que c'est écrit. Hein, sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents. Note de M. Henri Becquerel. Et donc, il écrit ici, il écrit quand même des bêtises, hein, parce que, vous voyez, donc c'est sur un sulfate d'uranyle et de potassium, comme dans la phosphorescence intravite, on peut vérifier très simplement que les radiations émises par cette substance, quand elle est exposée au soleil ou à la lumière diffuse du jour, ça c'est faux, évidemment, il n'y a pas besoin, on va s'en rendre compte, traverse non seulement des feuilles de papier noir, mais encore des métaux, ça c'est vrai, mais il n'y a pas besoin de l'exposer comme on va le voir. Bon, le temps passe, Becquerel reprend ses expériences, et il se dit, vous savez, les plaques ça coûtait cher, il se dit donc j'ai 5 plaques qui n'ont pas été impressionnées, puisque la manip n'a pas réussi l'autre jour, donc je vais les réutiliser. Et comme c'est quand même un bon chercheur, il se dit, bon quand même, allez, je vais en sacrifier une, je vais la dépouiller, et si elle n'a rien, je considère que les autres n'ont rien non plus. Et c'est là qu'il s'aperçoit, effectivement, de la découverte, il s'aperçoit que ce n'était pas la peine qu'il s'embête à mettre des trucs au soleil, il a exactement le même signal, donc ce n'est pas du tout
les rayons X de Röntgen, c'est un nouveau phénomène qu'il pense donc appartenir à l'uranium, est une propriété de l'uranium. Et 3 semaines après, vous voyez, le lundi 23 mars 1896, c'est la première publication sur les radiations invisibles émises par les sels d'uranium, note de M. Henri Becquerel. Alors, vous pensez que ça fait les critiques des journaux, tout ça? Non, tout le monde s'en fout. Vous avez vu, l'uranium, personne ne connaît. Hein. Et donc, ça revient. Alors, je vous ai mis ça, c'est intéressant de voir tous les acteurs futurs du nucléaire, un petit peu comment ils se situent. Vous voyez? Bon, alors certes, les premiers, hein, Henri Becquerel, vous voyez, il a 44 ans, Pierre Curie 37, Thomson 40 ans, c'est le modèle dont on parlait tout à l'heure, Marie Curie a 29 ans. Rutherford, 26 ans, Einstein n'a que 17 ans à ce moment-là, Max Planck, qui est aussi un vieux comme les autres, à 38, on va dire, Niels Bohr, il n'a que 11 ans, Otto Hahn et Lise Meitner, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui ont travaillé très longtemps ensemble, ils ont 17-18 ans, et puis il y a des deux, Chadwick, vous voyez, qui va découvrir l'électron il a 5 ans, le fameux Schrödinger, 29 ans, De Broglie, 4 ans, et Compton, 4 ans. Et puis il y a les moins quelque chose, hein. Ceux qui ne sont pas encore là, vous voyez, ils vont arriver un peu plus tard, ils vont prendre leur place, en particulier dans cette histoire. Donc Cyborg, donc lui, il a moins 16 encore. Hein. Donc voilà, donc ils sont tous là, enfin sur le monde, sur la planche. Donc historiquement, vous voyez, c'est le premier pas. Becquerel pense avoir découvert un phénomène qui ne concerne que l'uranium. Et donc, 96-98, c'est Pierre et Marie Curie qui vont reprendre ces travaux, Marie d'abord et puis Pierre qui va suivre. Alors juste une planche sur Pierre Curie.